Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce panel de discussion Transformer les systèmes alimentaires organisé par SUCO et la chaire en développement international de l'Université Laval dans le cadre de la Journée mondiale de l'alimentation. Merci d'être présent en ligne avec nous. Mon nom est Sophie Paradis, je suis entre autres comédienne et maman et très sensible aux enjeux des changements climatiques et aux enjeux qui concernent les femmes. Après avoir lu quelques articles lors de ma préparation, le sujet de ce panel m'intéresse grandement et comme je ne suis pas une experte, j'ai vraiment très hâte d'entendre nos panélistes et d'en apprendre davantage. C'est donc avec un immense plaisir que j'ai accepté d'animer les échanges auxquels vous allez assister. Le panel Transformer les systèmes alimentaires est le premier d'une série de 4 qui seront organisés par SUCO et ses différents partenaires à différents moments clés de l'année pour partager au public ses différentes expertises en termes de résilience au changement climatique, système alimentaire viable et en matière de droits et de participation des femmes. Ces événements s'inscrivent dans la campagne du 60e anniversaire de SUCO. Et oui, depuis 60 ans, l'organisation sème la solidarité internationale en répondant aux réalités et aux besoins contemporains de ses partenaires et des populations locales et en réalisant des projets de développement durable dans plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes. Au Québec, SUCO s'appuie sur une stratégie de mobilisation citoyenne pour que la population devienne actrice de changement et agisse en faveur d'une transition socio-écologique juste et durable. L'événement d'aujourd'hui est organisé en partenariat avec la chaire en développement international de l'Université Laval, qui regroupe des professeurs, des étudiants et des professionnels de divers horizons qui ont à cœur de partager leurs connaissances et leur passion du développement. Ces objectifs sont de contribuer à la formation et à la recherche appliquée, ainsi qu'à la communication et l'échange d'informations dans le domaine du développement international, tout en favorisant l'interdisciplinarité et le soutien à la communauté étudiante. À noter que l'événement est retransmis en direct sur le Facebook Live de la page de SUCO et de la chaire en développement international de l'Université Laval. Il sera possible aussi de poser vos questions via le chat de la page de SUCO et nous prendrons le temps de répondre à quelques questions du public à la fin du panel qui devrait d'ailleurs se terminer autour de 14h30. Par ailleurs, si vous êtes membre de SUCO, vous pourrez bénéficier d'un moment privilégié pour échanger avec les panélistes, une quinzaine de minutes sur Zoom après la diffusion de l'événement vers 14h30. Alors, si ça vous intéresse, écrivez-nous sur Facebook et nous pourrons vous partager le lien Zoom. Alors, on plonge. Quel est le rôle des systèmes alimentaires dans notre vie? Et en quoi est-il nécessaire de les transformer? En effet, l'insécurité alimentaire ne cesse de croître. Les répercussions des changements climatiques se font ressentir de plus en plus fortement au nord comme au sud. Et on observe un épuisement des écosystèmes. Et face à ce constat, de nombreuses voix plaident depuis quelques années pour une profonde refonte des systèmes alimentaires. Les enjeux sont immenses. Les systèmes alimentaires sont jugés responsables d'environ 1/3 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et la faim continue de progresser. Elle touche 811 millions de personnes dans le monde, tandis que 2,7 milliards de personnes n'ont pas accès à une alimentation saine, selon un rapport de l'ONU. Qu'est-ce qu'un système alimentaire viable? Et quelle est la place des politiques publiques dans le développement de ce système? Quel rôle ont les petits producteurs agricoles et les circuits courts? Et pourquoi une transformation agroécologique est nécessaire? Que pouvons-nous faire en tant que citoyennes, citoyens et gouvernements pour appuyer ces changements? Sans plus tarder, laissez-moi vous présenter nos 3 invités qui auront sans doute quelques réponses à ces questions. Alors, Geneviève Talbot, chargée de programme, pôle Afrique et spécialiste des systèmes alimentaires et de la résilience au changement climatique chez SUCO. Bonjour Geneviève. Bonjour, pardon. Pas de souci. Alain Olivier, professeur titulaire de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation à l'Université Laval. Bonjour. Bonjour.
Et Myriam Nobre, ingénieure agronome, sempre viva organização feminista, Brésil. Bonjour. Oui. Alors, un grand merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. C'est vraiment très, très apprécié. Je vous inviterai d'ailleurs dans un premier temps à prendre la parole, chacun votre tour, pour vous présenter pendant quelques secondes, pour nous dire en quelques mots sur l'organisation que vous représentez. Alors, Madame Nobre, si vous voulez bien, on commencerait par vous. Bon, et moi, je suis au Brésil maintenant, je suis brésilienne, je travaille dans une ONG féministe qui s'appelle SOF, comme Sophie a bien parlé. Et là-bas, je travaille au sujet de l'agroécologie, de l'économie féministe, l'économie solidaire, surtout dans une région de la forêt atlantique ici qui s'appelle Vale do Ribeira. Je suis aussi activiste du mouvement féministe, je suis activiste de la Marche mondiale des femmes. Donc, j'étais coordinatrice internationale entre 2006 et 2013. Et c'est pour ça que j'ai des liens d'amitié et d'admiration avec les mouvements féministes du Québec. C'est pour ça que je suis bien contente. Merveilleux. Merci beaucoup, Madame Nombré. Monsieur Alain Olivier, la parole est à vous. Bonjour, je suis professeur en agroforesterie à l'Université Laval. Et en fait, dans ma jeune vingtaine, j'ai eu la chance de faire quelques séjours en Afrique de l'Ouest où j'ai découvert une agriculture paysanne qui a vraiment transformé mes façons de voir les choses. Et de l'agroforesterie, j'en suis venu petit à petit à m'intéresser de façon plus large à tout ce qui est pratique agroécologique. Je dis pratique, mais aussi à tous les mouvements sociaux également là, qui sont autour de l'agroécologie, jusqu'à même écrire un livre sur le sujet là, récemment là, qui s'appelle « La révolution agroécologique » chez Éco-Société. Donc, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Olivier. Et Mme Talbot, je vous invite à prendre le relais. Oui, bonjour, merci. Donc, moi, je travaille pour SUCO comme chargée de programme pour le pôle Afrique, mais aussi, comme vous l'avez dit, responsable des thèmes agriculture et résilience, changement climatique. Je travaille à SUCO depuis 2019, mais SUCO est présent sur le terrain et s'intéresse à ces questions-là depuis plusieurs années déjà. Puis moi aussi, depuis avant de me joindre avec SUCO, j'ai travaillé longtemps en Afrique de l'Ouest, en Asie aussi, sur les questions liées à la souveraineté alimentaire et les systèmes alimentaires viables. Donc, en accompagnement de mouvements paysans et de paysannes. Voilà, merci. Merci à vous et merci tout le monde pour toutes ces belles présentations. Alors, dans un premier temps, on va faire un peu un état des lieux des systèmes alimentaires au Québec, mais aussi en Amérique latine et plus particulièrement au Brésil. Je vous propose donc de lancer la discussion avec cette première question que je vous adresse à tous les trois. Quel est le rôle des systèmes alimentaires dans notre vie dans un contexte où l'insécurité alimentaire ne cesse de croître et les répercussions des changements climatiques se font ressentir de plus en plus fortement au nord comme au sud? En d'autres mots, qu'est-ce qu'un système alimentaire viable? Madame Talbot, si vous voulez répondre. Pour commencer. Oui, merci beaucoup. On pourrait déjà facilement leur répondre à cette question au premier niveau, un peu comme vous l'avez dit là, dans l'introduction, puis se dire qu'un système alimentaire viable, c'est un système qui arrive à nourrir la population humaine. Hein? Ce serait là une bonne réponse, mais quand même une réponse un peu courte à un enjeu qui est assez complexe. Mais même à ce premier niveau-là, comme vous l'avez dit là, dans l'introduction, on constate que le système alimentaire actuel dominant est défaillant car on ne parvient pas là, à nourrir la population humaine. Bon, selon le dernier rapport là, de la FAO, en 2020, il y aurait entre 720 et 811 millions de personnes qui auraient souffert de la faim dans le monde. On pourrait se dire, ah oui, mais ça, c'est parce que cette année, c'est une année de pandémie, c'est une exception, c'est pas toujours comme ça. Mais malheureusement, non. Ça fait plusieurs années que diverses institutions des systèmes des Nations Unies là, nous disent qu'on n'arrive pas à nourrir là, la population. Donc, bon, on sait ça. Donc, d'un côté, il y a une partie du monde qui ont faim, mais on pourrait se dire, peut-être concentrons-nous sur ceux qui vont bien.
Est-ce que ceux et celles qui ont accès à la nourriture ont accès à une nourriture de qualité? Mais malheureusement, non. Ce qu'on constate, c'est que d'un côté, le nombre de gens qui souffrent de la faim augmente, mais de l'autre, puis à une vitesse grand V, on voit que les gens qui souffrent de problèmes liés, par exemple, à l'obésité ou de malnutrition, augmentent aussi à une vitesse grand V. Là aussi, on pourrait se dire, ah, mais ça doit juste être un enjeu qui touche uniquement les populations occidentales. Malheureusement, non. La malnutrition ou l'obésité est aussi présente, là, entre autres dans les pays d'intervention de SUCO, mais on le voit aussi là, donc, en Afrique, en Asie, mais dans les Amériques. Donc, ce qu'on constate, c'est que le défi de la malnutrition est complexe et pluriel. Donc, aux enjeux de la sous-nutrition s'ajoute l'augmentation fulgurante de l'obésité puis d'autres maladies chroniques là, liées aux carences alimentaires. Donc, on a accès à une nourriture, mais une nourriture qui n'est pas nécessairement saine. Donc, d'où on parle maintenant là, du double fardeau nutritionnel. Puis ce double fardeau-là, qui est à la fois de la sous-nutrition puis de la malnutrition, c'est un risque important pour les systèmes de santé publique. Puis, dans tous les pays, là, mais particulièrement là, dans les pays du Sud global. On le voit, la pandémie nous aura fait voir encore plus, puis prendre conscience encore plus l'importance d'un système de santé publique, puis l'accès à ce système-là, puis que ce système-là peut facilement être totalement déréglé là, quand on n'est pas capable de prendre en charge les patients qui arrivent. Donc, un système alimentaire viable devrait normalement là, nous permettre de ne pas avoir ce double fardeau-là nutritionnel, à la fois des gens qui souffrent de la faim, mais d'un autre côté, on ne devrait pas non plus avoir des gens qui sont mal nourris ou qui n'ont pas accès à une nourriture saine. Donc, les problèmes liés à la faim vont bien au-delà de l'accès à de la nourriture, mais aussi se posent la question de la qualité de cette nourriture-là, donc l'accès à une alimentation saine. L'accès à une nourriture ou à une alimentation saine, ce n'est pas uniquement, c'est bien sûr un enjeu de production. Est-ce qu'on produit suffisamment de nourriture parce que ces denrées-là sont bonnes? Mais en fait, dans les faits, ce qu'on constate, c'est que sur le plan mondial, là, on produit suffisamment de nourriture pour inviter tout le monde à notre table. On pourrait manger là, tout le monde ensemble, on en aurait suffisamment, ça c'est un gros party, là, une belle fête, mais il y en a suffisamment pour tout le monde. En fait, l'enjeu, puis c'est là aussi que ça s'intègre dans c'est quoi un système alimentaire viable, c'est l'accès. L'accès à cette nourriture-là. C'est à la fois un accès à des marchés. Bon, on peut penser là, bien sûr aux IGA de ce monde, puis aux supermarchés de ce monde, mais aussi des marchés publics à plus petite échelle, là, qu'on voit dans les Amériques, en Afrique aussi, en Asie, bien sûr, même au marché Jean Talon, là, ici à Montréal. Bon. Donc, un accès à des marchés où on peut trouver de la nourriture, mais aussi l'accès à des marchés, pas uniquement une fois qu'ils sont là, mais aussi en termes de l'accès, de la capacité d'achat des gens. Donc, un système alimentaire viable devrait permettre aux gens d'accéder physiquement à des denrées, mais aussi d'être en mesure de s'acheter, de se procurer une nourriture saine. Donc, puis là encore, je trouve qu'un point qui est important à rappeler, c'est que l'accès à des marchés ou l'accès à la nourriture, ce n'est pas uniquement un enjeu qu'on voit dans le Sud global où on se dit « Ah non, mais nous, ça ne nous concerne pas ». Même ici, au Québec, on voit des enjeux de désert alimentaire, par exemple, qui se retrouvent surtout dans des quartiers défavorisés, par exemple. Donc, mais donc, l'accès à cette nourriture-là est important et fait aussi partie de c'est quoi un système alimentaire viable. Un système alimentaire viable devrait permettre une production d'aliments sains qui sont facilement accessibles à l'ensemble de la population. Donc, c'est une question aussi d'équité et de justice sociale, un système alimentaire viable. Oui. Ça englobe beaucoup de choses, donc. Oui, absolument. Si vous permettez, je vais passer la parole aussi à M. Olivier pour qu'on puisse, ou à moins que vous aviez d'autres points très importants à dire en ce moment. Ça va bien, d'accord. Monsieur Olivier, que pouvez-vous ajouter? Bien, en fait, merci Geneviève pour avoir bien dressé la table, hein, parce que je pense que l'essentiel est là. Disons que quand on parle de système alimentaire, hein, on parle de tout ce qui se passe je dirais, de la fourche à la fourchette, d'une certaine façon. Et même avant la fourche, il y a des intrants qui peuvent être des engrais, parfois des pesticides, selon les types de systèmes qu'on veut privilégier.
puis jusqu'à la personne qui mange la nourriture, puis même on pourrait parler du recyclage des déchets. Puis dans tout ça, il y a toutes sortes d'acteurs aussi. Il y a des interrelations aux différentes étapes, puis il y a des mécanismes de gouvernance aussi qui font en sorte que, bon, ben, il y a des acteurs qui vont imprimer une direction au système alimentaire qui sont plus importants que d'autres acteurs, peut-être. Donc, on peut penser au poids de l'industrie, par exemple, puis même au poids du monde de la finance, qui va avoir un rôle très important pour décider d'une certaine façon ce qu'on va faire. Parce qu'un agriculteur, une agricultrice, moi j'aime bien le terme paysan, paysanne, parce que le nom l'indique bien, il y a un rapport au pays qui est très important dans ce terme-là. Donc, le paysan, la paysanne, ce qu'il fait sur sa parcelle ou ce qu'elle fait sur sa parcelle n'est pas indépendant de tout un contexte extérieur. Or, on en arrive à un système global, en tout cas dominant actuellement, qui a beaucoup de ce qu'on va appeler des externalités négatives, aussi bien sur le plan environnemental que sur le plan social. Et je dirais donc qu'un système alimentaire viable, ce serait un système qui assure la sécurité alimentaire et nutritionnelle, comme l'a bien dit Geneviève, et non seulement la production, mais aussi l'accès à cette nourriture-là. Mais j'ajouterais aussi que c'est un système qui le fait sans détruire la planète, c'est-à-dire en pensant aussi aux générations futures, puis qu'il fait de façon juste et inclusive parce que le système alimentaire actuel est caractérisé par un nombre extrêmement élevé d'injustices et n'est pas inclusif non plus. Donc, il y a des personnes, puis on peut penser aux femmes, mais on peut penser à beaucoup de paysans aussi, en particulier dans les zones tropicales et subtropicales, mais également ici, des gens qui nous nourrissent et qui ne sont pas rémunérés pour leur travail, ne sont pas rémunérés justement pour le travail. Il y a des travailleurs aussi dans l'industrie alimentaire, donc qui vont travailler pour des petits salaires. C'est souvent d'ailleurs des femmes qui le font, ou des travailleurs qui sont souvent des migrants. On en a entendu parler beaucoup ici dans le contexte québécois avec la COVID-19. Donc, tout ça fait en sorte que il faut absolument transformer le système alimentaire si on veut qu'il devienne viable, c'est-à-dire qu'il assure la sécurité alimentaire, qu'il ne détruise pas la planète et qu'il soit juste et inclusif. Merci. Très intéressant tout ça. Je pense que Mme Nobré a sûrement des choses à ajouter de son point de vue du Brésil, entre autres. Bon, je m'excuse, mais au Brésil, maintenant, on commence toujours par les non viables. Alors, ici, vous savez, les établissements de l'agriculture familiale, ils représentent 70% des établissements agricoles, mais uniquement 23% de la surface agricole. Les établissements qui les femmes sont responsables sont 19%, mais uniquement 9% de la surface. Les soya, un unique produit, occupe 46% de la surface agricole de 2020 et a augmenté en 2021. Et les gens, l'insécurité alimentaire a beaucoup augmenté. Et vous pouvez dire, mais les soya, c'est un aliment, ça. Mais non, l'huile de soja a été imposée dans notre culture alimentaire comme source de calories par une imposition des industries, là. Alors, les viables, il faut d'abord partager la terre, reconnaître les droits des peuples, des paysans, des communautés traditionnelles sur leur territoire, renforcer les initiatives d'agroécologie qu'il y en existe beaucoup dans nos pays, créer des alliances entre les productrices et les producteurs de nourriture et les gens qui les consomment autour de la consigne. Manger, c'est un acte politique. Pour faire ça, il fallait contrarrester l'offensive des corporations transnationales sur notre culture alimentaire. Il faut partager les travaux domestiques de préparer le repas et d'autres idées qu'on va continuer à en discuter dans cette séance. Merci. Merci à vous.
On peut donc constater que de multiples pressions s'exercent sur les systèmes alimentaires globaux, comme par exemple l'augmentation de la population, l'urbanisation, les changements climatiques, bien sûr, l'épuisement des ressources, les problèmes sanitaires et les intérêts des entreprises alimentaires et agricoles qui bénéficient d'un manque de responsabilisation financière et réglementaire pour protéger la santé publique et l'environnement. C'est donc important de gérer ces contraintes pour satisfaire à la fois la demande alimentaire existante et la demande alimentaire future. Les politiques publiques jouent donc un rôle clé dans cette tâche qui est, ma foi, monumentale. Et ma question est la suivante. Quelle est la place des politiques publiques, justement, dans le développement d'un système alimentaire viable? Monsieur Olivier, si vous pouviez commencer, ce serait formidable. Oui. Et on a besoin de politique parce que disons que notre implication individuelle, tout en étant extrêmement importante, parce qu'elle peut, entre autres, indiquer aux gens responsables des politiques ce que nous voulons, mais a quand même ses limites. Puis, donc, les politiques publiques, c'est quand même un instrument privilégié pour appuyer un type de développement qui nous convient, s'il y en a un. Bon, puis c'est particulièrement important dans le système alimentaire, compte tenu du fait qu'on se trouve devant des choix qui sont assez contrastés, en fait, qui sont très contrastés en matière d'externalité. On a, par exemple, un modèle industriel qui a des externalités très, très fortes sur le plan environnemental. Dégradation des sols, dégradation de la qualité de l'eau, érosion de la biodiversité. Bon, je n'ai pas besoin de faire un portrait, changement climatique. Donc, des externalités qui sont extrêmement importantes sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan social, parce qu'on se trouve avec un territoire agricole. Bon, quand on a presque une unique culture comme le soya au Brésil, comme le disait Myriam, ou qu'on se retrouve dans un territoire où on a seulement de très grandes entreprises et qui est donc inoccupé ou inhabité, ça veut dire qu'on aura aussi d'autres problèmes d'occupation du territoire, comme le fait d'avoir peu de familles sur un grand territoire et peut-être pas d'école à proximité, sans doute pas d'épicerie, peut-être même pas de dépanneur. On a aussi donc un système où les paysans, les paysannes sont pauvres, de façon très générale, souffrent souvent eux-mêmes, alors même qu'ils produisent nos aliments, souffrent souvent d'insécurité alimentaire, n'ont pas accès à la terre, n'ont pas accès aux semences. Donc, il y a des externalités très importantes, alors que d'autres systèmes qui, disons, prendraient en charge notre responsabilité environnementale. Bon, on peut parler de l'agroécologie, par exemple. Donc, l'agroécologie, son nom l'indique bien, s'intéresse beaucoup aux aspects écologiques de la production. Donc, quand on a des systèmes agroécologiques, on n'a évidemment pas les mêmes externalités négatives sur l'environnement. Or, malheureusement, bien, quand on veut payer des paysans et des paysannes pour ce qu'ils font, bien, on ne considère généralement pas les externalités qui devront être payés par les citoyens par la suite. Donc, la comparaison entre un système respectueux de l'environnement et respectueux de différents éléments sociaux et un autre qui ne l'est pas, bien, est toujours à l'avantage finalement du système où on s'en fout un peu de ces questions de justice, d'inclusion et d'environnement. Tout ça pour dire que bien, on a besoin de politique à un moment donné des fois pour corriger le tir, c'est-à-dire qu'au lieu d'appuyer la destruction de l'environnement, l'insécurité alimentaire, des injustices flagrantes, on pourrait peut-être appuyer autre chose. Donc, c'est ce que je dirais peut-être pour commencer l'échange. Oui, absolument. Geneviève Talbot, le sommet de l'ONU sur l'alimentation, pourquoi est-il critiqué par les groupes et organisations paysannes? Pardon, peut-être un petit mot là-dessus? Oui, je vais revenir, mais j'aimerais rebondir peut-être un peu sur ce que M. Olivier a dit, en fait, puis sur le rôle des politiques publiques dans un système alimentaire viable. En fait, comme on l'a dit déjà au début, c'est le lien aussi entre
les différents secteurs. Un système alimentaire fait partie d'un écosystème complexe qui touche différents secteurs. Donc, le secteur de la santé, le secteur de l'économie, on a parlé là, du bien-être des paysans, paysannes, bien-être économique, là, que ce soit rentable pour eux, le travail qu'ils ont à faire, mais aussi toutes les questions environnementales là, l'agriculture puis les systèmes alimentaires jouent à deux niveaux, là, sont à la fois affectés par les changements climatiques, mais aussi peuvent contribuer à réduire les impacts des changements climatiques là, dans leur façon d'être. Donc les politiques publiques ont un rôle, puis l'ensemble des politiques publiques ont un rôle pour renforcer un système alimentaire viable ou pour transformer un système actuel en un système alimentaire viable. Que ce soit, puis pas uniquement là, les politiques agricoles, par exemple, mais aussi là, les politiques en santé, les recommandations alimentaires, par exemple, ou les politiques en environnement. On a vu là, quelques-unes ici, là, mais celles qui vont mettre de l'avant la protection de la biodiversité, la protection des sols, puis qui vont aussi respecter ce dont M. Olivier parlait, là, les principes en agroécologie, puis je pense qu'on va y revenir, mais aussi l'idée de la souveraineté alimentaire, donc la capacité pour les populations d'un territoire donné de décider par elles-mêmes qu'est-ce qu'elles veulent produire, comment elles veulent le produire, puis à qui, comment on le distribue. Là. Donc, la capacité à nourrir sa population. Ça nous amène au sommet là, qui a eu lieu en septembre dernier, puis où on voit, puis ce sommet-là, effectivement, a soulevé plusieurs critiques. Quand même, tu sais, c'est intéressant de dire que le point qui avait été mis de l'avant par le secrétaire général des Nations unies sur la nécessité de nourrir le monde, puis que c'est inconcevable qu'en 2021, on n'arrive pas à nourrir la population mondiale de façon saine et équitable, bien, c'est un problème qui est criant. Là, donc, il faut agir là-dessus. Donc, l'enjeu n'est pas tant au niveau de l'enjeu, justement, mais bien au niveau des acteurs qui ont été invités à prendre part à ce sommet-là. Puis le sommet, en fait, semble répéter ou se mettre en parallèle à des instances qui existent déjà. Puis c'est ça qui était critiqué. Entre autres, dans les instances qui existent déjà, au sein de la FAO, il y a le comité sur la sécurité alimentaire auquel participent plusieurs organisations de la société civile. Il y a aussi le groupe d'experts de haut niveau, là, le High Level Panel of Experts, qui regarde aussi toutes les questions là, de sécurité alimentaire et de nutrition. Puis, c'est ça, le comité sur la sécurité alimentaire mondiale, qui réunissent différents experts, puis ça depuis plusieurs années, là, depuis 2009, différents experts, mais aussi et surtout, là, dans notre cas, dans ce qui nous intéresse peut-être plus Suco, des gens de la société civile, donc des paysans, des paysannes, mais aussi des associations de mangeurs-mangeuses ou de consommateurs, disons-le comme ça, ou des gens qui ont un intérêt premier là, dans le système alimentaire. Puis ces gens-là ont été, disons, tassés dans le système, dans l'organisation du sommet, parce qu'il y a eu la création de d'autres instances qui ont permis l'arrivée de plus grands joueurs, dont entre autres les multinationales. Donc, il ne faut pas oublier ou faire abstraction de toutes les relations de pouvoir, les dynamiques qui ont lieu là, dans un système alimentaire donc, actuel. Les multinationales sont très, très puissantes. 6 compagnies détiennent les 3/4 du marché mondial des pesticides, 60% mondial et 60% du marché mondial des semences, tandis que 4 autres compagnies se partagent 90% du commerce mondial de céréales. Mme Nobré nous a parlé tout à l'heure du soya. Tu sais. Ouais. Donc, on voit que ces compagnies-là ont un pouvoir énorme, puis vont influencer de façon, peuvent influencer de façon avoir un gros poids, là, les discussions qui sont là, alors qu'il y avait déjà des instances qui étaient en place et qui permettaient une équité, une présence des voix, en tout cas, plus grande, plus multiple. Voilà une des grandes critiques qui a été faite. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Madame Nombré, peut-être vous voulez rebondir là-dessus. Oui, je mets ces mots à rebondir. Je voulais avant parler, je crois que la question de l'augmentation de la population, c'est pas vraiment l'enjeu en rapport avec la question de l'alimentation, parce que ça, c'est un argument utilisé pour contrôler les corps des femmes pauvres, hein, d'imposer des méthodes de contrôle populationnel qui les femmes perdent leur droit de décider sur son propre vie reproductive. Je crois qu'il y a une autre question aussi qui mes collègues ont déjà parlé, mais il faut toujours
reparler que ce n'est pas une question de manque d'aliments, parce que toujours cet argument est utilisé pour imposer tous les paquets technologiques de la révolution verte qui est renouvelé par la Fondation Bill et Melinda Gates en Afrique avec l'association AGRA, qui est là une femme, malheureusement, une femme de Rwanda a présidé, il préside les comités d'organisation de cette conférence qui était organisée à la demande du Forum économique de Davos. La Marche mondiale des femmes fait partie du Conseil de sécurité alimentaire de la FAO, du mécanisme de la société civile. Et nous, on a beaucoup travaillé pour résister à cette conférence pour plusieurs questions. Mais une des questions, c'est que c'est la première conférence des Nations Unies qui fonctionne sur les processus de décision des multiples parties intéressées, je ne sais pas si on dit ça en français, multiples stakeholders. Donc, c'est l'idée qu'une corporation transnationale a les mêmes poids, la même voix qu'un État national. Comment on pouvait imaginer ça? Et que les organisations sociales, elles sont prises pas comme les grandes organisations, les grands mouvements qui ont les alliances qu'on avait bâties pour affirmer la souveraineté alimentaire, mais quelques personnes sont penser de la réalité pour faire partie de cette activité-là, qui en fait, quelles sont les solutions qu'ils proposent? Ce sont des fausses solutions. C'est de créer des négoces autour de la famille, autour de la destruction de la nature et de tous les problèmes que les mêmes compagnies ont créés. Donc, c'est un peu drôle de voir maintenant que c'est Bayer et Monsanto qui commencent à parler du sol comme... que le sol peut être enlever les charbons là. Donc, c'est une idée de renforcer les marchés du charbon. Sinon, ce n'est pas charbon qu'on dit, c'est les carbons, les CO2 là. Pardon, que les puits de carbone m'échappent. Surtout quand je suis aussi tellement touchée par un sujet. Bon, mais je voulais en minute de parler aussi des rôles des politiques publiques parce qu'ici au Brésil, quand même, on avait des expériences intéressantes des co-constructions des politiques publiques. Parce que les communautés aussi, elles ont cette méfiance sage des projets de développement qui arrivent avec toutes les idées déjà qui ne considèrent pas quelles sont les connaissances, quelles sont les relations qu'ils ont avec la nature et leur territoire. Donc, quand on a réussi à avoir cette construction ensemble, les pouvoirs publics avec les communautés, et même que ces politiques de gouvernement étaient dans les organisées d'une façon à reconnaître des sujets politiques, comme sont les femmes, les féministes agroécologiques, là, qui se sont développées pendant ces périodes et ont beaucoup aidé à construire des politiques qui sont plus liées à la vie comme on l'organise. Et dans ce sens-là, pour en terminer, donc on croit qu'il fallait penser dans des partenariats entre les publics et les communautés. Laisser à côté ces idées de partenariats public-privé, organiser des partenariats public-communauté qui soient les communautés qui organisent la logique, les temps et des fonctionnements de déroulement de la politique publique. Merci. Et donc ça, est-ce que ce serait des leviers des gouvernements pour aider la petite agriculture? Parce qu'en fait, ma prochaine question, c'est plutôt ça, c'est quels sont les leviers des gouvernements pour aider la petite agriculture au Québec, en Afrique de l'Ouest et au Brésil, par exemple? Madame Nobré, vous pouvez enchaîner. Bon, ici, on a une expérience aussi fort intéressante, ce sont les politiques d'achat public, n'est-ce pas, qui même les gouvernements du Brésil a partagé avec d'autres gouvernements en Afrique, en Amérique latine, dans une coopération sud-sud. Mais il y avait deux façons d'organiser ça, l'achat public. Un des programmes acheter les produits que les gens en avaient, que les gens produisaient déjà. Donc, c'était très accueillant à la production diverse des femmes. Et il y avait les achats publics pour l'alimentation scolaire. Donc, cela demandait un peu plus de planification de la production. Les deux ensemble, c'était fort intéressant, y compris parce que la distribution de la nourriture saine produite de façon agroécologique par les paysans et les paysannes
a fait beaucoup de gens dans des situations de vulnérabilité à accéder à cette bonne nourriture et même se rappeler, se souvenir de la bonne nourriture qu'ils avaient, qu'ils mangeaient quand ils étaient enfants, quand ils habitaient aux zones rurales. Donc, c'est aussi de créer, parce que aussi pour assurer l'accès à un aliment sain, il fallait briser les cercles d'une culture alimentaire contrôlée par les corporations transnationales et les aliments ultra-transformés. Donc, c'est une possibilité de faire ça qui a été confrontée à qui? À l'Organisation mondiale du commerce. Parce que dans l'Organisation mondiale du commerce, il a été questionné le fait que le gouvernement pouvait privilégier certains secteurs de la société dans les achats publics. Donc, je parle de ça pour dire que toujours, il fallait travailler dans différents niveaux, au niveau municipal, de municipalité, au niveau national, mais aussi au niveau international. Et donc, c'est là, pour cela, l'importance de la solidarité internationale pour défendre la souveraineté alimentaire dans nos territoires. Mm-hmm. Merci, merci beaucoup. Alain, Olivier, voulez-vous rebondir là-dessus? Ben, oui, moi, j'aime beaucoup l'idée de co-construction ou en tout cas de partenariat public-communauté, hein, plutôt que de partenariat public-privé comme on en parle souvent. Mm-hmm. Je pense qu'il faut absolument construire sur les savoirs, hein, valoriser les savoirs de ceux et celles qui nous nourrissent. Donc, puis il faut absolument partir de là. C'est sûr que quand on parle de politique, après, bon, on peut parler de toutes sortes de choses, hein, d'appuyer la formation, mais je dirais encore là, donc, il faut partir des savoirs qui sont déjà présents, donc développer l'information, puis faire de la recherche. Mais encore là, bon, il faut se poser la question, quelle recherche on va appuyer? Quelle manière de produire, par exemple, on appuie? Est-ce qu'on appuie une manière de produire nos aliments ou une autre façon? Puis dans tout ça, je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue des éléments sociaux qui sont très importants. Quand on parle de sécurité alimentaire et quand on parle d'insécurité alimentaire, bien, on parle d'abord de pauvreté, hein, parce que c'est souvent le principal déterminant de l'insécurité alimentaire, c'est une question de pauvreté. Puis, quand cette insécurité-là est le fait même de gens qui nous nourrissent, bien, elle est souvent liée à des absences de droits. Par exemple, l'absence de droit à une terre, donc qui fait qu'on est simplement un ouvrier agricole pour un propriétaire qui est autre. L'absence de droit aux semences aussi, l'absence de droit de partager ses propres semences sans être poursuivi par un mégalopole, alors qu'on sait que bien, toutes les variétés qui sont cultivées aujourd'hui ont été développées d'abord et avant tout par des paysans et des paysannes, souvent parmi les plus démunis. Donc, c'est tout l'univers rural, en fait, je pense qu'il faut voir, il faut revaloriser les paysans et les paysannes et de façon plus large les gens qui habitent en milieu rural. Puis, si on veut donc des politiques qui appuient un système alimentaire viable, bien, ça veut dire aussi s'impliquer en santé, s'impliquer en éducation, par exemple. Mm-hmm. C'est ça, la transmission du savoir. Hein? Geneviève, que peut-on ajouter à tout cela? Excellente question. Mais en fait, je fais un peu de pouce sur ce qui a été dit pour parler, entre autres, En fait, je vais parler de la politique agricole du Québec là, qui a été présentée en octobre dernier. Puis, qui est aussi intéressante parce que, bon, on voit, il y avait des bons points là, super intéressants sur le rôle d'une politique agricole, sur le développement d'un territoire, entre autres, puis sur comment on peut avoir une agriculture durable. Donc ça, c'était des éléments intéressants. Mais par contre, tu sais, puis je voudrais revenir sur ce que M. Olivier a mentionné, sur l'idée de la recherche. Tu sais, dans cette politique-là, ils ont développé une enveloppe budgétaire là, de 125 millions de dollars pour le développement des connaissances et du savoir. Mais c'est toute l'idée du savoir paysan, du savoir des pratiques, tu sais, comment intégrer cet aspect-là dans ce développement des connaissances-là demeure à questionner puis à travailler. Aussi, tu sais, quel type
quel type de recherche on veut faire exactement, parce qu'il y a des recherches internationales là, qui ont été faites, entre autres, par le groupe, le think tank IPES Food, sur comment, en fait, les recherches qui sont subventionnées sont surtout celles qui ne sont pas celles, mettons, qui vont en lien avec l'agroécologie. Donc, comment appuyer le développement du savoir et des connaissances dans ce domaine-là, qui est un mode de production, un système alimentaire qui est beaucoup plus viable. Donc, arriver à mettre ça dans cet élément-là. Toute cette politique-là est intéressante là-dessus. Mais aussi, à travailler, des choses à travailler. Il y avait aussi toute la question des circuits courts qui fait, mais je pense qu'on va y revenir aussi, mais qui est là-dedans. Donc, on veut développer une politique agricole durable, mais pourquoi et surtout pour qui? Est-ce qu'on veut une amélioration des conditions des paysans-paysannes, puis une nourriture qui est destinée à qui? Est-ce qu'on parle de la filière du porc, par exemple, ou bien comment on développe toute la question du développement du territoire qui est en lien avec les politiques agricoles devrait être renforcée. Donc, c'est un peu ce qu'on voit. Donc, comment on peut utiliser comme levier là, des politiques, comme la politique agricole durable que veut le Québec, pour asseoir une transition vers des systèmes alimentaires viables. Puis je voudrais revenir aussi à ce que Mme Nobré a mentionné sur les politiques d'acquisition ou d'approvisionnement plutôt. Puis ça, c'est effectivement quelque chose que nous, on a à apprendre du Brésil. Puis ce fut sud-sud, mais aussi sud-nord. Comment on peut favoriser, c'est d'ailleurs une demande de plusieurs organismes au Québec, favoriser que dans les hôpitaux, que dans les endroits publics, ce soit des petits producteurs de chez nous qui fournissent la nourriture ou les éléments de base là, pour faire la nourriture pour les gens de la place. Par exemple, moi aussi, j'ai des enfants qui sont à l'école primaire. Là. On pourrait facilement avoir un fermier de famille qui vient distribuer la nourriture ou les traiteurs scolaires. Comment? Donc, on est en train d'arranger ça, puis on s'inspire très certainement des éléments de co-construction qui ont eu lieu au Brésil. Voilà. C'est vraiment très, très intéressant tout ça. Merci beaucoup tout le monde pour cette première partie. Vraiment, c'est très riche et intéressant. Alors, je vous le rappelle que l'événement est retransmis en direct sur le Facebook Live de la page de SUCO et de la chaire en développement international de l'Université Laval. Et comme dit plus tôt, c'est possible de poser vos questions via le chat de ces différentes pages. Et nous prendrons le temps de répondre à quelques questions du public, si jamais il y en a, à la fin du panel, soit autour de 14h30. Alors maintenant, j'ai des questions un petit peu plus spécifiques à chacun d'entre vous. La révolution verte a atteint ses limites et le système alimentaire mondial est dysfonctionnel. Le temps est venu pour le secteur donc, de l'agriculture d'effectuer un virage à 180 degrés en adoptant les principes de l'écologie. Et Monsieur Olivier, c'est le message choc contenu dans votre livre intitulé « La révolution écologique, nourrir tous les humains sans détruire la planète », paru en mars dernier aux éditions Éco-Société. Alors, pourquoi une transformation agroécologique est nécessaire? Bon, je dirais simplement pour commencer parce que le système alimentaire actuel, on en a parlé un peu tout à l'heure, n'est ni soutenable, ni juste, ni inclusif. Donc, on n'a pas le choix, en fait. Il faut changer les choses si on veut continuer à nourrir, beaucoup de gens, mais si on veut aussi les nourrir tous, dans un horizon plus ou moins rapproché et également sur le long terme. Donc, pourquoi l'agroécologie? Donc, parce qu'on l'a vu, il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui souffrent d'insécurité alimentaire. Et ça, je pense que dans un monde quand même où on a autant de richesses concentrées à certains endroits, en tout cas, c'est quelque chose qui est quand même indignant. Pourquoi aussi? Parce qu'on est en train de détruire la planète. Nos sols se dégradent, la qualité d'eau est réduite, le climat change et pas pour le mieux. La biodiversité se dégrade d'une façon extrêmement rapide et tout ça fait en sorte que les bases mêmes de la production agricole sont menacées. Donc, si on veut que nos enfants et les enfants de nos enfants puissent se nourrir,
puis sans compter les personnes qui n'arrivent pas à se nourrir actuellement, bien, il faut changer les choses. Puis, il faut aussi l'agroécologie, parce que l'agroécologie, bon, le nom indique bien que c'est la rencontre entre l'agriculture et l'écologie, mais c'est beaucoup plus que ça parce que bien, très vite, les gens se sont rendus compte que ce qu'on fait sur la parcelle, hein, je l'ai dit précédemment, n'est pas indépendant de ce qui se passe ailleurs dans le système alimentaire. Et donc, si on veut vraiment agir, y compris sur la parcelle de façon écologique, il faut se préoccuper de ce qui se passe à côté. Et donc, il faut se préoccuper d'éléments sociaux qui sont en lien avec le système alimentaire en général. Donc, se soucier de pauvreté paysanne, je l'ai dit, de l'aménagement et d'occupation de notre territoire, des droits sur les semences, du droit à l'eau pour les gens qui nous nourrissent, du droit à la terre, etc. Parce qu'on s'est rendu compte avec le système alimentaire tel qu'il est conçu actuellement, puis ce qu'on a appelé le paquet technique là, de la révolution agricole ou de la révolution verte, qu'alors qu'on avait, disons, la prétention de venir appuyer les plus pauvres parmi nous pour nous nourrir, en fait, mais que dans la réalité, très souvent, ce qu'on faisait, c'était surtout augmenter leur dépendance et leur vulnérabilité. Donc, dépendance des paysans envers les engrais chimiques, envers des pesticides, envers des semences améliorées, envers un équipement souvent disproportionné, envers l'irrigation, puis vulnérabilité bien, envers les marchés, vulnérabilité maintenant envers les changements climatiques et donc envers des nouveaux ravageurs, parce qu'on a promu des systèmes, en fait, qui ne sont pas des systèmes qui sont contextualisés. Donc, au lieu d'adapter notre agriculture au contexte très diversifié dans lequel on se trouve, on a voulu appliquer une même recette partout en se disant, bien, si ça ne convient pas au territoire dans lequel on l'applique, ce n'est pas grave, on adaptera le territoire à ces nouvelles pratiques. Ce qui fait que bien, on va cultiver le même soya, pour prendre l'exemple de Myriam, hein, le même soya au Brésil, au Québec, en France, en Indonésie et ailleurs, alors que le contexte est complètement différent. Puis, on aura donc ces mêmes produits alors que traditionnellement, je pense que c'est important de parler de culture aussi, mais on ne mange pas forcément la même chose au Québec qu'au Brésil ou en Amazonie, par exemple. Donc, parce qu'on n'est pas dans tout à fait le même environnement. Donc, on se rend compte en fait qu'on est devant un mur aussi bien social et politique qu'environnemental. Et on n'a pas le choix, là, il faut essayer de tester autre chose, de changer nos façons de faire. Mm-hmm. Absolument. Ah là là, c'est vraiment très, très intéressant tout ça. Merci beaucoup. Madame Nobre, au sein de votre organisme, vous développez des activités de formation et de recherche-action en agroécologie, économie féministe et économie solidaire. Vous avez aussi été activiste, comme on l'a dit tout à l'heure, de la Marche mondiale des femmes. Je serais donc très curieuse d'entendre votre point de vue sur le rôle des femmes dans la transformation des systèmes alimentaires. Par exemple, on sait qu'au Brésil, de nombreuses agricultrices pratiquent l'agroécologie. Leur production est diversifiée, saine et alimente leur propre communauté et des populations vulnérables urbaines grâce au marché solidaire. Ça contraste avec le modèle agricole industriel dominant du pays qui contribue à l'homogénéité et à l'insécurité alimentaire. Alors, pouvez-vous nous en dire davantage? Merci Sophie, c'est beau quand tu parles là, en fait, ça. Ah, mais vous autres aussi, c'est magnifique quand vous parlez, toutes les trois. Quand les rôles des femmes, c'est vraiment une des choses, c'est quand on regarde l'économie d'une façon plus ouverte, qui pas uniquement dans la petite partie de l'économie qui c'est celle qui fonctionne dans les cadres du marché ou des relations monétaires, on est capable de voir la contribution des femmes. Parce que beaucoup de leur production, ça disparaîtrait là au niveau de la consommation de leur propre famille, de les familles élargies, parce qu'il y a des gens de leur famille qui se sont habités en ville, mais qui viennent toujours chez elles et qui rentrent en ville avec beaucoup de nourriture.
les communautés, on était capable ici, dans les mouvements agroécologiques, d'inviter des agricultrices à prendre des notes pendant une année du destin de leur production, de prendre des notes, écrire là-bas, quand a été utilisé pour l'autoconsommation, pour la donation, pour l'échange et même pour la vente. Et on a découvert beaucoup de choses. L'importance économique de leur production au niveau de garder la sécurité alimentaire de leur famille, mais même au niveau du marché, parce que c'est un marché invisible. C'est un marché des personnes voisines, c'était bien courte dans ce sens-là. Donc, on a pu évidencier la contribution économique des femmes. Mais il y en a beaucoup autour des savoirs et des connaissances. Parce que, par exemple, pour en parler du soya, là, de toute l'argent, l'énergie, l'intellectualité émotionnelle, qui les compagnies transnationales, qui les universités publiques qui travaillent à service des compagnies transnationales ont utilisé pour développer un type de soya qui fleurissent, il fait des fruits tout en même temps pour faciliter la récolte par des machines. Vous voyez, les femmes font tout le contraire, travaillent avec une diversité de plantes qui produisent des aliments dans des moments différents parce que comme ça, elles ont de nourriture pendant toute l'année pour sa famille. Elles plantent toutes mélangées là, donc comme Vanio, dans une agricultrice, nous a dit, quand elle est en train de nettoyer l'espace là pour ouvrir l'ouverture pour recevoir la lumière, elle enlève, ce n'est pas des mauvaises herbes comme on peut imaginer, mais c'est de nourriture, y compris des nourritures qui d'autres peuvent appeler comme mauvaises herbes. Donc les femmes ont cette connaissance de la diversité des plantes, des relations entre les plantes, et toujours elles font des choix par les goûts, par la résistance, pas vraiment des options alimentaires. Et aussi, elles ont une façon de réfléchir, d'organiser la pensée qui s'est basée sur les care, les soigner de l'autre. Donc, comme Aparicide a dit, elle disait, moi, j'ai soigné la plante, je prends soin de la plante prend soin de moi. Donc, comme ça, ce qui organise les temps, ce n'est pas le temps de produire plus dans une année agricole. Là. Non, c'est respecter, c'est travailler avec le temps de la nature et le temps des relations entre les personnes et la nature. Pour en finir, je crois qu'il fallait bien réfléchir sur les rôles des femmes dans la préparation des aliments. Et comme cela était dur de le faire au niveau de chaque famille, au niveau privatisé de chaque famille. Comme c'est beaucoup plus créatif quand on s'organise dans des comedores populares, comme on disait, des restaurants collectifs, la préparation collective des aliments, parce que c'est une façon de ne pas surcharger et responsabiliser uniquement les femmes pour la production du repas. Parce que je crois que ça, c'est une question qui complique un peu l'accès et la distribution de l'aliment agroécologique et des aliments in natura dans les villes. Là. Parce que nous, les femmes, on est surchargées. On dépense beaucoup de temps dans notre travail, dans les transports pour arriver chez nous. Et il y a tellement de pression que parfois on est poussé aux aliments ultra transformés. Alors, pour accéder, pour que les gens puissent accéder à une nourriture saine et agroécologique, il fallait bien réfléchir à la responsabilité collective sur la préparation des aliments et pas utiliser le temps des femmes comme la variable qui va ajuster ces deux systèmes qui ne marchent pas ensemble. Le système capitaliste d'organiser l'économie et la vie elle-même. C'est vraiment très beau, très intéressant et c'est ça, l'esprit communautaire, une philosophie de vie finalement qui se rejoint aussi dans l'agroécologie. Merci, Madame Nombré. Pour influencer les régimes alimentaires et en fin de compte les systèmes alimentaires, les recommandations alimentaires doivent être intégrées de manière cohérente dans les politiques et programmes nationaux d'alimentation, d'agriculture, d'éducation et ou de santé appliqués dans différents secteurs
et impliquait un large éventail de parties prenantes issues des gouvernements, des organisations non gouvernementales, des médias, du secteur privé et des communautés. Bien que de nombreux pays aient élaboré des recommandations alimentaires nationales, les plans de mise en œuvre sont souvent assez incomplets, ne sont pas planifiés depuis le développement et manquent de soutien politique et financier. Geneviève Talbot, pouvez-vous nous en parler un peu plus et nous parler également du rôle des consommateurs, je vais dire entre gros guillemets, dans ce système? Oui, merci beaucoup. Oui, en fait, les consommateurs, on se posait cette question-là hein, tout à l'heure en entrée. Est-ce qu'on parle des consommateurs, consommatrices ou mangeurs, mangeuses? Tu sais, on aimait j'aime bien cette vision-là de, en fait, c'est qui va manger la nourriture par après, puis leur rôle dans la production. Donc oui, tu sais, nous, à Suco, puis peut-être avec nos partenaires, plus précisément là, au Sénégal, dans ce cas-ci, tu sais, on s'est beaucoup posé la question sur une autre porte d'entrée pour les systèmes alimentaires viables. Tu sais, souvent, traditionnellement, là, à Suco, on l'abordait par la question des paysannes. Puis là, avec nos partenaires, mais avec aussi, là, entre autres, la FAO, il y a eu des questionnements sur et si on l'apportait, tu sais, puis c'est une réflexion qui va bien au-delà de Suco, là, mais auquel Suco a contribué, aussi par la question des consommateurs, consommatrices ou mangeurs, mangeuses. C'est comment transformer le système en l'abordant de ce point de vue-là. C'est là qu'est venue aussi l'idée de participer au développement des recommandations alimentaires nationales qui sont, c'est la même chose là, que ce que nous, on appelle au Québec et au Canada, là, le guide alimentaire. Donc, arriver à produire des recommandations ou des habitudes alimentaires là, qui soient basées sur à la fois sur les pratiques locales, on ne veut pas sur les traditions, là, sur la culture des gens, là, la culture alimentaire des gens, puis les cultures aussi de production, mais aussi mais dans une perspective plus globale d'intégrer une vision un peu systémique ou holistique là, du système alimentaire. Donc, on a vu ces recommandations-là comme étant une porte d'entrée qui nous permettrait de faire ça. Puis, on est toujours là dans les discussions en ce moment, puis c'est sûr que ce qui s'est passé avec la COVID, la pandémie, la fermeture des marchés, a renforcé cette approche-là, en fait, parce que, bon, dans le cas plus précisément du Sénégal, il y a eu le constat que les gens dépendaient beaucoup, alors que le Sénégal est un pays producteur là, et exportateur de denrées alimentaires, sa population locale est pourtant nourrie par les importations. Donc, dépendent des marchés extérieurs. Mais avec la COVID, là, les fermetures de marché, donc ça a renforcé la volonté politique, puis ça c'est important de parler aussi, de renforcer la souveraineté alimentaire ou la production, à tout le moins, locale, destinée à des marchés locaux. Donc, d'où l'idée là, de faire ça aussi avec une vision santé de recommandations alimentaires qui serait basée sur, comme je disais, les habitudes alimentaires ou culturelles là, des gens sur place, mais étonnamment ou non, mais il y a aussi, comme Mme Nobril mentionnait, toute une rééducation à faire. Le cube Maggi ou le bouillon de poulet, là, pour nous, Beauvril, a fait sa place partout, puis les gens ont perdu un savoir en production alimentaire, comment on fait un bouillon sans avoir un cube. Donc, tout avec les recommandations alimentaires, il faut avoir, oui, une volonté politique, mais aussi, ça vient avec des politiques d'éducation populaire à la cuisine, au mode de production, à avoir des marchés qui sont facilement accessibles, comme on disait tout à l'heure. Donc, facilement accessible en termes de proximité, mais aussi en termes de coût, mais puis favoriser des marchés puis la production qui vont permettre quand même aux paysans, paysannes de ne pas vivre uniquement d'une agriculture de subsistance, mais bien d'arriver à se sortir eux-mêmes de la pauvreté. Donc, puis on voyait là, vraiment l'entrée des recommandations alimentaires nationales ou du point de vue du consommateur comme étant vraiment une porte d'entrée qui nous permet de valoriser chez les consommateurs la recherche d'aliments sains, produits localement, de façon éco-responsable, qui répondent aussi à leur goût. Là, c'est pas,
Et c'est ça. Fait que pour le Sénégal, arriver à produire du niébé, du mil, du sorgho, donc pas du soya, là, qui n'est pas nécessairement consommé sur place. Donc, qui répondent aux besoins des gens, puis qui vont aussi s'accompagner avec des politiques d'éducation sur comment on transforme, comment on fait un tchiboudienne encore maintenant, disons, au Sénégal. Puis que ces politiques-là soient, encore une fois, vues dans une perspective systémique, puis bon, pour Suko, c'est important aussi, avec une vision, je dirais, féministe, là, qui est un partage des tâches, donc pas uniquement des femmes qui cuisinent, là, comme le disait Mme Nobré. Donc, les recommandations alimentaires sont vues comme étant un outil qui va nous permettre de développer un système alimentaire viable sur un territoire donné, qui va nous permettre d'avoir un système alimentaire résilient, durable, puis inclusif. Voilà. Merci. C'est aussi très, très, très intéressant comme vision. Tout ça se rejoint tout à fait. Et donc, comme on a abordé la question de consommation, les circuits courts sont de plus en plus sollicités justement par les consommateurs ou mangeuses et mangeurs, soucieux de manger local et frais sans faire trop de kilomètres. L'objectif, c'est de réduire au maximum les intermédiaires, donc les coûts, et s'intéresser davantage aux producteurs proches de chez eux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Alain, par exemple. Oui. Vous dites justement d'essayer de réduire le nombre de kilomètres. Hein. Il y a quelque chose d'assez aberrant. Je vais reprendre le même exemple que tout à l'heure, mais il y en aurait plusieurs. Hein. L'exemple du soya, par exemple, qui peut être produit sur un continent pour nourrir des porcs sur un autre continent qui seront consommés dans un troisième continent. Alors qu'on se promène ici en milieu rural québécois, où on est entouré de soya et de maïs et de blé d'Inde, comme j'aime à dire. Donc, du maïs et du blé d'Inde, et du maïs et du blé d'Inde. Et puis, on veut manger quelque chose de local, puis on n'y arrive pas. Il n'y a pas d'épicerie, il y a peut-être un dépanneur, puis au dépanneur, on va retrouver seulement des produits transformés, puis on n'arrivera pas à avoir des produits locaux à consommer. Il y a quand même quelque chose là que je qualifierais d'aberrant quand même, donc dans le contexte actuel. Donc, l'idée du circuit court est intéressante dans un contexte de changement climatique, mais est intéressante aussi quand on veut appuyer les gens qui sont autour de nous, mais aussi quand on veut connaître l'origine de la nourriture qu'on consomme. Il y a actuellement, dans le contexte québécois, par exemple, puisqu'on est ici, une foule d'initiatives qui sont extrêmement intéressantes qu'on peut observer avec des fermiers, fermières de famille qui innovent, puis qui ont à cœur de développer des interrelations étroites avec les gens qui vont consommer leurs aliments. Bien intéressant. Effectivement. Puis pourquoi pas transformer les dépanneurs aussi en amenant justement des produits frais, tu sais. Il y a peut-être quelque chose de bien, bien intéressant là-dedans, effectivement. Geneviève? Oui, merci. Effectivement, hein, un dépanneur avec un petit... des choses fraîches. Ça serait bien. Mais nous, les circuits courts, on l'a vu aussi avec nos partenaires sur le terrain. Là. On a eu, par exemple, un gros projet au Pérou qui s'appelait Format Agro, ou encore à plus petite échelle au Burkina Faso avec une autre organisation locale, Yélémani, où on a travaillé toute l'idée de production, transformation, commercialisation, mais basée sur un territoire qui est tout petit ou c'est pas à l'échelle mondiale, là, comme disait M. Olivier. Donc, puis ça, on voit les transformations, on les note, les transformations à la fois pour les producteurs. Dans le cas du projet au Pérou, par exemple, on a vu la création d'entreprises qui sont petites, de petites entreprises de paysans, paysannes, mais des retombées économiques pour elles et eux, une amélioration de leurs conditions de vie qui leur permet d'envoyer leurs enfants à l'école, mais aussi de subvenir à leurs propres besoins et de se sortir d'une situation de pauvreté. Dans la même chose au Burkina Faso ou bien même au Bénin, on travaillait avec des femmes productrices de riz, par exemple, puis où on a travaillé avec elles, notre partenaire a travaillé avec elles pour transformer le riz puis le mettre sur des marchés locaux, puis avec
des nouveaux emballages biodégradables. Et puis ça a créé une demande, à la fois une demande de la population locale, puis pour elle, ben, c'est une façon je répète, une façon de sortir de la pauvreté, puis de donner accès aux gens, aux mangeurs, mangeuses, à des aliments de qualité qui répondent à leur goût, à leur culture, qui sont culturellement acceptables. Puis on peut, puis quand même, qui amènent des transformations. Là. Par exemple, il y avait, dans le cas du Bénin, il y avait des gâteaux de riz qui n'étaient pas traditionnels dans cette partie-là du Bénin, mais qui étaient traditionnels ailleurs. Donc, ça amenait des échanges. Puis, par la nourriture, par les systèmes alimentaires, on peut amener des belles discussions aussi, puis des beaux échanges intéressants. Donc, même en créant des circuits courts. C'est un peu ça que je... Donc, donc, donc c'est possible, par des petits circuits, en créant des petits circuits, on développe un territoire, on renforce des gens, on renforce aussi, c'est ça que je voulais dire, les reconnaissances du rôle des femmes, pas uniquement, aussi comme femmes d'affaires, comme productrices, comme paysannes, comme quelqu'un qui a un pouvoir économique important de développement d'une communauté. Oui, et des idées aussi. Et des idées, oui, merci, tout à fait. Parfait. Myriam, sur cette question des circuits courts, qu'en pensez-vous? Oui, pour nous ici, c'est l'idée de créer des relations de confiance, de proximité entre les mangeuses, mangeurs et les gens qui produisent les aliments. Mais nous, bon, on est féministes, on travaille avec un réseau de paysannes et quilomboles, qui sont les afrodescendants ici au Brésil. Et elles ne veulent que personne ne les contrôle. Et nous renforçons cette qualité à elles parce qu'on pense que c'est une bonne qualité. Donc, cette idée que sont les gens en ville qui ont l'argent et qui disent, moi, je vais manger tomates pendant toute l'année et qui kiffent pas les femmes qu'elles doivent planter des tomates, ça ne marche pas du tout. Il faut vraiment accueillir la diversité des produits que les femmes ont déjà parce que ce sont des produits qui ont coévolutionné dans ce territoire là-bas, cette communauté dans ce territoire, c'est ça qui marche. Si elles vont planter là-bas, c'est que les gens en ville veulent manger, peut-être elles doivent utiliser des intrants agricoles qu'elles doivent acheter, même qu'ils soient des intrants agroécologiques. Mais il fallait beaucoup plus de travail, beaucoup plus des intrants qui viennent de dehors. Donc, cette idée des circuits courts est aussi de réfléchir sur ce qui rentre dans la production, d'utiliser plutôt ce qu'il y a déjà dans l'unité de production et diminuer la quantité du travail qui est nécessaire. Et pour cela, il fallait vraiment travailler, rompre avec l'aliénation que nous, en ville, on a par rapport à la nourriture. Donc, c'est vraiment cette consigne que j'ai parlé au début. Manger, c'est un acte politique, donc il fallait que je réfléchisse sur quoi on mange, ça vient d'où, ça combien de travail qu'il faut les mettre là-dedans. Et bon, on fait ça en alliance avec des collectifs des consommateurs responsables ici en ville, mais aussi beaucoup de collectifs qui se sont formés pendant la pandémie pour organiser la solidarité, pour faciliter l'accès aux gens plus vulnérables à l'alimentation saine. Donc, et c'est là, il y a beaucoup de questions, on n'aura pas le temps de parler ici, mais il y a beaucoup de défis logistiques, beaucoup, y compris des nécessités de créer des relations et des façons de travailler ensemble entre nous. Mais surtout, il fallait qu'on garde le temps pour le faire. Oui, merci. Merci beaucoup. Vraiment, là, c'est une conversation absolument très riche et intéressante. Je le redis encore parce que c'est vrai. On va bientôt passer aux quelques questions du public. Et ben voilà, écoutez, juste avant de passer à ces questions-là, en quelques mots, en guise de conclusion, j'aimerais ça vous poser cette question-ci. Que peut-on faire en tant que citoyenne et citoyen et gouvernement pour appuyer tous ces merveilleux changements dont vous avez fait état, ou en tout cas donner les idées de comment, c'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Geneviève, rapidement tout ça.
Merci. Bien sûr, il y a ce dont on a parlé, là, nous, comme individus, on peut avoir un fermier de famille ici au Québec, puis s'assurer d'acheter le plus possible local. Tu sais, puis parfois, on entend parler là, des enjeux de, de valeur. Tu sais, est-ce que j'achète local, mais pas bio, puis ces choses-là, mais tu sais, peut-être en tout cas, mieux vaut local, puis peu emballé. Tu sais, du soya biologique produit en Uruguay, on ne sait pas trop comment. Donc, local, peu emballé, peu transformé. C'est un ordre de priorité. Mais il y a bien sûr aussi des décisions tu sais, qu'on peut faire. Puis là, la notion du collectif et du communautaire là, qui a été mentionnée ici aussi, super important. Entre autres, tu sais, s'intéresser à ce qui se passe. Là, on a les élections municipales qui s'en viennent. Les élections municipales ont un enjeu important sur un contrôle, un pouvoir sur le territoire, justement. Donc, suivre qu'est-ce qui se passe, aller influencer les débats, faire valoir notre importance qu'on attache, entre autres, au territoire agricole, à la protection des zones agricoles ici. Donc, ça, c'est des enjeux qui sont importants. Donc, suivre la campagne municipale, aller voter, puis faire valoir son point de vue. Il y a aussi là, des pétitions qui sont en cours, entre autres, puis là, vous allez peut-être trouver ça un peu étonnant, mais qui est menée, entre autres, sur le troisième lien à Québec. Puis c'est étonnant, mais là, on revient à l'idée de système alimentaire. Tu sais. Un système alimentaire, c'est en lien avec l'utilisation du territoire. Ce troisième lien-là va avoir un impact sur les zones agricoles chez nous, tu sais, sur la qualité de l'environnement. Donc, suivre ces enjeux-là, pas avoir une vision tunnel, puis vraiment, c'est ça, là, les idées du 7 novembre, aller voir un peu, aller voter au niveau municipal. Je suis dans le grand classique, là, mais voilà, ça fait une différence. Absolument, c'est nécessaire. Si on a un geste en tant que citoyen et citoyenne à faire, c'est bien celui-ci. Merci beaucoup, Geneviève. Alain? Oui, bien, ces actions très concrètes de Geneviève là, que j'appuie tout à fait. Bien, je vais peut-être ajouter des éléments. Donc, tiens, je vais y aller pour des éléments qui sont peut-être un peu généraux, mais en tout cas qu'on peut après ça transcrire en action plus concrète. Je dirais qu'un point important d'abord, c'est de prendre conscience de l'injustice associée, ou en tout cas, si on n'aime pas trop le mot injustice, du privilège immense qu'on a d'avoir des gens peu payés qui nous nourrissent. Donc, quand on n'assume pas soi-même la production de nos propres aliments, c'est quand même quelque chose d'assez formidable que d'avoir des gens qui nous procurent les aliments dont on a besoin. Puis reconnaître que c'est beaucoup les paysans et les paysannes, j'avais envie d'ajouter le mot petit, ils ne sont pas nécessairement petits, hein, ils sont grands, ces paysans et ces paysannes, mais en tout cas qui sont souvent relativement démunis, puis ce sont eux qui nous nourrissent en premier lieu. On a souvent, on pense que c'est les grandes entreprises qui font du soya, du maïs, par exemple, qui nous nourrissent, mais quand on regarde ce qui se passe réellement sur la planète, par exemple, juste en matière de production de céréales, puis les céréales, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est bon, le maïs, le riz, le blé, c'est la base de nos calories, la base de l'alimentation. Bien, les pays où la production est très, très élevée grâce à ce modèle industriel, donc plus de 6 tonnes à l'hectare, par exemple, bien, fournissent seulement 1/8 des céréales mondiales. Et les pays où la production moyenne est inférieure à 3 tonnes à l'hectare, bien, produisent la moitié des céréales mondiales. Bon, puis entre les deux, là, il y a des pays qu'on va qualifier d'émergents. Mais ça veut dire qu'essentiellement, c'est les paysans les plus démunis qui fournissent des céréales. Et pourtant, on se dit qu'il faut augmenter la production industrielle pour nous nourrir, alors que ce n'est pas celle-là qui nous nourrit. D'ailleurs, elle est souvent destinée plus à faire de l'éthanol ou à faire des grains pour l'élevage qu'on consomme peut-être en trop grande quantité. Fait que, bon, pour conclure tout ça, je dirais qu'il faut aussi valoriser l'agriculture et les personnes qui la font, puis valoriser l'acte alimentaire aussi, l'acte de manger, au-delà des simples calories, le partage aussi que ça peut impliquer de manger en famille ou entre amis, bien, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Puis, ça entre dans notre corps. Bien, on devrait peut-être se préoccuper de ce qu'on se met dans l'estomac puis qui va se retrouver partout dans nos cellules par la suite. Absolument, absolument.
très bien d'accord avec vous aussi à ce niveau-là. Merci. Merci beaucoup, Alain. Et Myriam, finalement, en quelques mots aussi pour conclure tout ça. Oui, oui, oui. On vous entend. Oui. Non, c'est parce que je suis en train de réfléchir encore, mais vous voyez, ces modèles de la révolution verte, même quand les petits producteurs, ils les utilisent là, en fait, ils s'endettent pour acheter tout ce qu'il faut pour utiliser cette méthode-là. Donc, l'argent passe passément, mais en fait, ça va à la banque, aux entreprises qui vendent les engrais, les pesticides et tout ça. Et sa famille, qu'est-ce que ça reste? Ils sont contaminés avec une santé touchée et tout ça. Donc, mais les femmes, je vois bien, si les femmes, la façon comme elles font l'agriculture, là, c'est tellement proche de la nature, cette diversité, cette socio-biodiversité qu'elles soignent comme un jardin, là, ça nous fait possible faire l'agroécologie parce qu'au contraire, on avait perdu beaucoup des espèces, des variétés de saveurs, des textures, beaucoup de choses qu'on allait perdre. Donc, il fallait, je crois, être engagé et solidaire avec les communautés traditionnelles, avec les femmes de ces communautés qui pratiquent cette façon de faire agroécologie, qui gardent toujours l'espoir qu'on peut transformer ce système. Merci. Merci beaucoup pour tout ça. Eh bien, voilà, on a 2 petites questions du public ici, dont une première qui est « Combien Jacques Villeneuve pourrait nourrir de familles? » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre à cette question? Combien Jacques Villeneuve pourrait nourrir de familles? Je peux me lancer un peu là parce que oui. En fait, j'imagine que la question vient des fameux Pandora Papers là, liés à la corruption. Fait que je ne vais pas répondre directement à savoir combien M. Villeneuve, Jacques Villeneuve pourrait répondre de famille, mais nourrir de famille, pardon. Mais certainement, au niveau du financement ou de la corruption ou le rôle, quand on parlait de le rôle des politiques publiques, c'est sûr que si on peut s'assurer d'avoir les fonds nécessaires puis que les fonds ne soient pas d'évasion ou pas de corruption, ça va nous permettre de mettre en œuvre des politiques publiques puis de réduire l'iniquité. Mais sinon, en ce qui concerne les avoirs précis de Jacques Villeneuve, je ne sais pas, ni ses restaurants, la production, mais c'est au niveau de la corruption qu'il y a des choses qui peuvent être faites, bien sûr. Mais je vais laisser la parole peut-être à Alain et Myriam. Oui, si vous avez quelque chose à ajouter, sinon on peut passer aussi à la deuxième question. Je n'entends rien. Je ne vous vois pas non plus. Alors, on continue avec la deuxième question. Merci beaucoup, Geneviève. Donc, la deuxième question, qui est comme en 2 temps un peu, les panélistes nous affirment que les oligopoles sont responsables de la concentration des richesses et qu'il faut faire quelque chose. Pourrait-il répondre à comment on commence par où demain matin en dehors des étages de l'université, pardon? On a eu une petite précision sur cette question-là aussi. La personne dit, pour préciser, je m'implique dans des jardins collectifs, frigo partage et les comptoirs alimentaires, mais ça ne change pas la donnée générale. Comment globalement s'organiser pour passer à côté des oligopoles? Alors voilà, est-ce que quelqu'un pourrait répondre à cette question qui est bien intéressante aussi? Je peux commencer là? Oui, oui, avec plaisir. Moi qui beaucoup, bon, je suis militante dans le mouvement international, mais je fais les jardins collectifs. Je crois qu'il n'a pas une opposition, y compris parce que, bon, pour ici, faire un jardin collectif en ville, c'est lutter contre les spéculations immobilières, c'est résister au degré d'exploitation des territoires. Donc, moi, j'y crois qu'il fallait disputer avec les capitales mètre carré pour mètre carré, je ne sais pas si on dit comme ça. Il fallait disputer les espaces et le temps que nous avons pour organiser la vie autrement. Merci. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter pour répondre à cette question?
juste faire du pouce peut-être, oui, allez voter encore une fois, parce que mais je pense que c'est important. On lutte pouce par pouce, l'occupation de l'espace, c'est important. Si vous êtes dans des jardins collectifs, c'est important. Mais en plus, pour influencer des prises de position publiques, il faut aller voter, il faut faire monter la pression pour que le pouvoir des oligopoles diminue. Ouais. Ou qu'il y ait plus de voix pour une diversité plus grande dans les voix entendues. Tout à fait. Merci. Merci. Et Alain, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je ne vous vois pas. Si je ne vous entends pas, nous poursuivons. Non, bien, en fait, j'apprécie les réponses de Myriam et de Geneviève. Puis, bien, évidemment, c'est une question qui est pas facile, parce que des fois, on a l'impression de ramer à contre-courant. Mais je dirais que, bon, si on est plusieurs à ramer, on va finir par remonter ce courant-là, puis peut-être même le changer de bord. On va changer le courant de bord. Bon, ce n'est pas une réponse, mais il y a différentes initiatives qu'on peut appuyer aussi. Puis moi, je trouve ça encourageant de voir qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui veulent transformer le système alimentaire, qui veulent lier des liens plus étroits avec les gens qui produisent des aliments. Donc, qui s'intéressent aussi à la qualité des aliments, puis qui se disent, ben non, peut-être que je ne veux plus de tels pesticides dans ce que je mange, je ne veux plus qu'on détruise la forêt, je ne veux plus qu'on détruise l'eau. Ils le font donc avec toutes sortes de pressions, en s'impliquant dans des jardins collectifs, par exemple, ou en allant voter aux élections. Absolument, absolument. Merci beaucoup. J'ai bien aimé votre image, effectivement. Changer, virer le courant de bord. Comme on dit en bon québécois. Ben, comme pour les marées, le fleuve, ça remonte des fois. Donc, on peut retourner de l'autre côté. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Ben, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Voilà. Merci infiniment à vous trois, nos merveilleux panélistes qui ont été très, très généreux dans leurs échanges. Alors, Geneviève Talbot, merci beaucoup. Myriam Nobre, merci beaucoup. Et Alain Olivier, merci beaucoup également. Merci à la chaire en développement international de l'Université Laval, partenaire privilégié dans la réalisation de ce panel. Merci aux productions Arborescence pour la retranscription web de cet événement. Et le panel d'aujourd'hui est d'ailleurs rendu possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entremise d'Affaires mondiales Canada. Et enfin, je vous rappelle que si vous avez aimé écouter ce panel, il est le premier d'une série de 4 qui seront organisés par SUCO et ses différents partenaires à différents moments clés de l'année entre octobre 2021 et avril 2022. Alors, restez connectés pour connaître les prochaines dates des événements. Et merci à vous, cher public, d'avoir été là en ligne. J'espère que vous avez apprécié. À la prochaine.